Il est 20 h à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 19 avril. À la une, le président Alassane Ouattara a quitté le Koweït hier. Sa visite dans le pays a été couronnée de succès. 3 accords de coopération signés, 300 milliards de francs CFA de financement obtenus. Le point avec notre envoyé spécial au Koweït. On ira à Washington où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a pris part à une réunion stratégique de haut niveau pour faire le point sur la transformation de nos matières premières. Et dans ce 20h, votre rendez-vous de tous les jeudis depuis plus d'1 mois, c'est le dossier politique qui vous conduit sur les traces des leaders historiques de l'opposition. Le multipartisme en Côte d'Ivoire à 58 ans, alors un clin d'œil aux opposants dans votre dossier politique de ce jeudi. À l'étranger, Miguel Díaz-Canel élu officiellement président pour succéder à Raúl Castro à Cuba, ce qui met un terme à près de 6 décennies de pouvoir des frères Castro sur l'île. Et voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On l'a annoncé hier, le président Alassane Ouattara a quitté le Koweït. L'émir du Koweït a tenu à l'accompagner à l'aéroport, une grande marque d'attention. La visite du chef de l'État dans le pays a été couronnée de succès. 3 accords de coopération signés, 300 milliards de francs CFA de financement obtenus. Abiba Dambélé Saouye, notre envoyé spécial au Koweït. Au dernier jour de son séjour koweïtien, le président Alassane Ouattara a reçu la visite de l'émir du Koweït, son Altesse royale, le Cheikh Sabah Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabat, dans l'aile du palais Bayan, entièrement consacré au chef de l'État ivoirien et à sa délégation. Le souverain koweïtien était accompagné de tous les princes du royaume et de ses principaux ministres. Ce cérémonial est exclusivement réservé aux hôtes de marque. Et cet honneur a été constamment rendu au président de la République. Au cours de sa visite officielle, il a été élevé au plus haut rang du royaume. Des accords signés, d'importants financements obtenus d'un montant total de 300 milliards de francs CFA, comparativement aux 58,4 milliards initialement octroyés à la Côte d'Ivoire. Un coup d'accélérateur dans les relations entre la Côte d'Ivoire et le Koweït. Après un long entretien, l'émir a tenu à raccompagner son hôte à l'aéroport royal. Le président Alassane Ouattara a reçu les honneurs de la Garde rouge, un cérémonial exceptionnel. Puis ce fut les adieux, une chaude poignée de main entre les deux personnalités, comme pour dire que le meilleur est à venir dans les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Koweït. Après sa visite officielle au Koweït, le président Alassane Ouattara a mis le cap sur la France, où il sera reçu demain par le président français Emmanuel Macron. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amontano, a eu un entretien avec son homologue koweïtien, Cheikh Sabah Khalid, vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères. Il est par ailleurs président du conseil d'administration du Fonds koweïtien pour le développement. À ce titre, les deux personnalités ont échangé sur le suivi des requêtes adressées au Fonds pour le financement de plusieurs projets de développement en Côte d'Ivoire. Notre envoyé spécial Abiba Dambélé reviendra largement sur cet élément dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui, est à Washington depuis hier, avant l'ouverture ce jeudi des assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le chef du gouvernement a pris part ce jeudi donc à une réunion stratégique de haut niveau présidée par le vice-président pour l'Afrique de la Banque mondiale, Alexis Ouedraogo, notre envoyé spécial à Washington. Côte d'Ivoire et le Ghana sont les 2 plus grands producteurs de cacao dans le monde. Surtout en termes de qualité. Pourtant, sur un marché de 100 milliards de dollars, le producteur, l'élément essentiel de la chaîne de production, peine à jouir du fruit de son labeur. Il enregistre un peu moins de 6 milliards de dollars. Indexer les fluctuations des cours internationaux. Pour trouver des solutions qui équilibreraient cette situation, une rencontre stratégique de haut niveau s'est tenue ce jeudi à Washington, présidée par le vice-président pour l'Afrique de la Banque mondiale. Les 2 pays représentent près de 60% de la production mondiale. Donc, fédérer les forces permet d'avoir une approche commune en matière de recherche, de promotion, de marketing et de distribution du cacao va augmenter
la valeur ajoutée qui est créée dans nos pays. Avec cette synergie d'action voulue par les deux chefs d'État et appuyée par la Banque mondiale, l'initiative permettra d'améliorer la productivité, la compétitivité et la chaîne des valeurs. Le secteur privé est lui aussi engagé pour le financement d'industries de transformation et autres unités de stockage. Le chef du gouvernement a souligné le caractère urgent de la mise en œuvre des mesures prises par les deux pays en vue de l'ouverture prochaine de la campagne cacaoyère en octobre 2018. Compte tenu des événements que nous avons subis donc en 2017, les deux chefs d'État ont décidé que cette initiative doit être prise pour nous mettre dorénavant donc à l'abri donc des fluctuations donc des prix du cacao et surtout à cause des répercussions donc en ce qui concerne donc les prix donc aux paysans. La réunion de ce matin était une réunion qui réunissait la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Banque mondiale en tant que groupe, donc partie publique et partie privée avec la SFI et la Banque africaine de développement, pour que nous regardions donc ensemble quelles sont donc les décisions donc à prendre, quelles sont les modalités de mise en œuvre de ces décisions, pour que très rapidement nous ayons sur des points comme le stockage, des points comme la transformation, des points comme la lutte contre les maladies, les points contre la promotion donc, de la consommation donc, au niveau donc, du chocolat, des actions extrêmement précises donc, pour nous permettre d'avoir une économie cacaoyère durable et ceci donc, pour le bien donc, de nos paysans. Le Premier ministre accordera en fin de journée plusieurs audiences à son hôtel de Watergate. Et toujours à Washington, l'intervention du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est très attendue demain vendredi à la table ronde sur l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'inclusion financière. Mais avant, séance de travail de la délégation ivoirienne, nous dit Alexis Ouedraogo. La délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est à Washington. Elle prend part aux réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Dès son arrivée, séance de travail pour préparer des rencontres stratégiques de haut niveau. 5 jours durant, les travaux porteront sur des dossiers importants, notamment le lancement de la commission mixte Ghana-Côte d'Ivoire et un accent tout particulier sur la transformation des matières premières, à l'exemple du cacao. En marge des activités du Premier ministre, les ministres présents comme Thierry Tano du pétrole, Kabanyale du plan, Sangafoua Coulibaly de l'agriculture auront eux aussi des séances de travail avec des partenaires au développement. Il s'agit pour eux de ramener aux Ivoiriens des projets et financements de qualité. Début avril, la Banque mondiale a octroyé au PU une enveloppe d'une centaine de milliards de francs CFA pour le secteur Anacard. La signature de l'accord avant la mise à disposition des ressources est prévue ici même à Washington. Et ce jeudi marque donc l'ouverture officielle des assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Les travaux prendront fin le lundi 23 avril à Washington. En Côte d'Ivoire, au niveau de la Direction générale des impôts, l'heure est au bilan. La DGI a mobilisé pour le premier trimestre 466,7 milliards de francs CFA de recettes, soit un écart positif de 1,9 milliard de francs CFA. C'est ce qui ressort donc du séminaire bilan de la Direction générale des impôts. Et en bref, un incendie signalé à la Geste aussi à Abidjan ce soir. Ce sont des camions-citernes qui ont pris feu. Les différents responsables de la société et les sapeurs-pompiers sont encore en réunion pour identifier la cause et évaluer l'ampleur des dégâts. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions certainement. Financement des PME, entendez petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries et des microfinances en Côte d'Ivoire. Le Fonds de solidarité africain offre 80% de garantie aux banques. Le reportage de Francis Boifo. Le Fonds de solidarité africain FSA peut offrir jusqu'à 80% de garantie en termes de prêts bancaires pour le financement des petites et moyennes entreprises ainsi que les petites et moyennes industries. Vous avez accès au fonds tout simplement en nous transmettant les business plans plus une demande à partir de laquelle nous allons analyser et puis si le projet est éligible, si le projet est viable, nous allons vous délivrer sans frais une lettre de manifestation d'intérêt. Et grâce à cette lettre, vous avez alors un moyen supplémentaire pour aller au contact des banques. La garantie pour les prêts bancaires, c'est un taux de garantie maximum de 80% du montant du prêt et qui peut aller jusqu'à 6,6 milliards pour un seul projet. Au 31 décembre 2017, le cumul des garanties accordées par le Fonds pour les 14 pays membres s'élevait à 409 milliards, dont 103 milliards de francs CFA pour la Côte d'Ivoire, soit
25% des interventions du FSA. Le Fonds de solidarité africaine est une vraie opportunité pour nous, les opérateurs économiques, pour nous, les entrepreneurs ivoiriens, et parce que le FSA vient apporter une réponse à notre problème, apporter les garanties. Nous finançons une opération, pas parce que nous détenons une garantie, mais d'abord parce que le projet il est rentable et bancable. Ça, c'est le préalable. Le métier de banquier n'est pas de conditionner la mise en place d'un engagement par rapport à la garantie. La garantie est un élément accessoire. Cette rencontre permettra de former les chefs d'entreprise sur le montage de projets de prêt, la bonne gouvernance des structures, l'exécution des écritures comptables, ainsi que le mécanisme de financement du Fonds de solidarité africain créé en 1979. Dans ce 20h, nous allons aller sur l'autoroute Yamoussoukro-Thiébissou. Les travaux à ce niveau avancent bien. Le ministre des Infrastructures économiques tient à la qualité de l'ouvrage. Il s'est rendu lui-même sur le chantier pour l'apprécier, pour voir aussi ce qui reste à faire. Il faut dire que les travaux ont été lancés en mars 2017 par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le point avec Serge Koulia. Première escale de cette visite terrain du ministre des Infrastructures économiques, l'axe Yamoussoukro-Boaké. Amédée Kouakou est venu se rendre compte du bon déroulement des travaux de réhabilitation de cette route truffée de nids de poules. Il y avait beaucoup de nids de poules. Nous sommes venus constater que les travaux pour boucher, ces travaux sont en cours, de sorte à permettre la circulation aisée en attendant que les travaux de l'autoroute se terminent. Le ministre a ensuite mis le cap sur le chantier de l'autoroute Yamoussoukro-Boaké. L'autoroute est longue de 110 km. La première phase, Yamoussoukro-Thiébissou, fait 37 km. Les travaux avancent bien et nous sommes venus vraiment nous rendre compte donc de l'effectivité et nous sommes quand même heureux que les travaux se déroulent comme il fallait. Mais nous allons regarder après en termes de délai s'il y a des retards, mais dans tous les cas, il faudrait que l'ensemble des travaux tiennent donc dans le délai qui a été imparti pour l'exécution des chantiers. Sur les autres chantiers, le ministre a appelé à la rigueur et au professionnalisme des structures en charge des travaux. La tournée du ministre des Infrastructures économiques s'est achevée à Ferké, où le boulevard Alassane Ouattara a été inauguré. Infrastructures routières, autoroute Yamoussoukro-Thiébissou et autres infrastructures pour rendre visibles les chantiers du gouvernement. Bientôt, votre magazine, La Côte d'Ivoire, en marche. Et c'est l'heure du dossier politique qui nous introduit dans l'ère du multipartisme. Le multipartisme en Côte d'Ivoire a 28 ans. Coup d'œil donc sur le combat politique des leaders historiques de l'opposition dans le pays. Sur les traces des leaders de l'opposition, votre dossier politique signé ce soir, Sidonie Davila Waka. Francis Vaudier, Bamba Mori-Ferré, Robert Baïta-Gros, Denis Guedreau, des noms bien connus du microcosme politique ivoirien. Ces politiques qui font partie des figures de proue de l'opposition ivoirienne ont animé la scène politique dans les années 90, période qui marque la naissance du multipartisme et moment historique pour ces acteurs dont les souvenirs restent vivaces. Nous n'adhérions pas aux idées du PDCI, à la politique du PDCI d'une manière générale, tant au plan interne qu'au plan international, en particulier les rapports entre la Côte d'Ivoire et l'État colonisateur, l'ancien État colonisateur. Donc il fallait faire en sorte que l'indépendance de la Côte d'Ivoire soit une réalité. Nous avons créé un rapport de force qui a fait reculer le président Houphouët-Boigny et qui a compris qu'il fallait lâcher du lest. Ça veut dire que les progrès qu'on obtient dans la démocratie, ce n'est jamais un cadeau du pouvoir en place. Et à l'époque, c'était une opposition vivante parce que le président Houphouët nous rencontrait régulièrement. Donc, vous savez que quand on dit le président rencontre les partis, bon, ça met du baume au cœur. Tu sais à peu près que ton parti n'est pas créé pour rien. Cette ouverture de la Côte d'Ivoire multipartisme, il y a eu deux facteurs. Le facteur interne, c'est nos revendications. Facteur externe, le président
François Mitterrand avait exigé que la France accordera de l'aide publique au développement aux pays qui ont fait l'ouverture au multipartisme. Pour bon nombre de ses opposants, l'engagement politique commence alors qu'ils sont bien jeunes. Quand nous étions étudiants, nous étions des combattants de la démocratie. Et il est évident que quand nous sommes arrivés comme professeurs à l'université, nous devions continuer le combat là où nous étions. Étudiants déjà, ensuite dans la vie active, nous avons été condamnés à nous organiser dans la clandestinité sur le plan politique. Prévu par l'article 7 de la Constitution de 1960, le multipartisme n'a été autorisé qu'en avril 1990. Une dizaine de partis sont alors reconnus officiellement, nous racontent les anciens. Ce sont le FPI, l'USD, le PIT et bien d'autres. Le Front populaire ivoirien, FPI, est le premier parti d'opposition à entrer à l'hémicycle. Né dans la clandestinité, le parti officiellement reconnu en 1990 accède à la présidence en 2000 jusqu'en 2010 avec Laurent Gbagbo. Depuis 2014, le FPI est en crise et partagé entre deux tendances, la branche Afin-Guessan et celle de Aboudraman Sangaré. Eux n'ont pas dirigé la Côte d'Ivoire, mais leurs différents leaders ont été de grands commis de l'État, siégeant même parfois au gouvernement sans pour autant changer de cap, affirment certains. Francis Vaudier, ancien député de Cocody de 90 à 95, dirige le Parti ivoirien des travailleurs jusqu'au 12 novembre 2010. Ministre dans différents gouvernements, professeur de droit à la retraite, l'ex-président du Conseil constitutionnel a en mémoire ses années d'opposant. Les manifestations n'étaient autorisées qu'à contre-cœur. Lorsqu'elles avaient lieu, les marches et autres étaient réprimées. Et c'était une situation extrêmement difficile. Actuellement, le maître de droit s'est éloigné de la scène politique. Francis Vaudier se définit toutefois comme un observateur averti de la vie politique de son parti. Bamba Mori Ferré est le leader du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, RPCI. Au départ, il appartenait au Parti pour le progrès et le socialisme, PPS, qu'il avait fondé. Il a préféré en 2012 lancer une nouvelle formation. C'est un parti qui est dans l'opposition, qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire en sorte que les Ivoiriens se remobilisent pour que nous soyons capables d'organiser à échéance des élections justes et transparentes. Prônant le nationalisme et le patriotisme, le professeur agrégé de pharmacie à la retraite est actuellement président de la coalition Debout, Sauvons la Côte d'Ivoire, créée depuis février 2018. Aujourd'hui, bien nombreux sont les partis politiques historiques entrés en léthargie. La bataille de l'opposition, ils l'auront menée avec diverses fortunes. Robert Gbaïta-Gros, président du Parti républicain de Côte d'Ivoire, PRCI, après avoir échoué à plusieurs élections législatives et municipales, ce septuagénaire ne se décourage pas pour autant. Pour lui, la lutte continue. Je continue de me battre. J'ai fait beaucoup de conférences, beaucoup de rentrées politiques. Même en 2014, j'ai fait une rentrée politique. Cet autodidacte est un féru de lecture. La pléthore d'ouvrages parcourus lui a coûté la vue. Aujourd'hui, freiné par ce handicap, Gbaïta-Gros est peu visible sur le terrain politique, se targuant d'être un politicien professionnel. Je veux qu'on retienne que Gbaïta-Gros, il ne s'est pas contredit jusqu'au bout. Il a été un grand politicien. Denis Guedro, conseiller juridique de son État, est le président fondateur du Parti communiste de Côte d'Ivoire. Le nombre de ses militants et sympathisants, il dit lui-même les ignorer sans sourciller. Guedro Denis, le président fondateur du Parti communiste de Côte d'Ivoire, loin des querelles politiques, est de façon générale présent aux cérémonies solennelles, signe de son engagement pour la lutte pacifique du pouvoir. Un parti politique, quand il est idéologiquement et politiquement armé, mais il est tout puissant et fort. 2018-2020 verront la participation des formations politiques de ses compagnons de lutte de 1990 aux différentes élections, concrétisant ainsi leur retour au devant de la scène politique.
Et voilà, sur les traces des leaders historiques de l'opposition, c'était votre dossier politique de ce jeudi, signé Sidonie Davila. Dans ce 20h également, la gendarmerie nationale renforce son effectif avec la présentation au drapeau de 300 élèves sous-officiers de l'école de gendarmerie de Torogwe. La cérémonie marque la fin de la formation commune de base de ces élèves sous-officiers et leur donne le droit d'intégrer la grande famille des militaires. Konaté Ngana, notre correspondant de Daloa. Très bien. Après 76 jours d'intenses efforts physiques, techniques et psychologiques, visant à leur inculquer des savoir-faire et savoir-être, 300 élèves sous-officiers, dont 15 jeunes filles de la première année de l'école de gendarmerie de Torogwe, font connaître la joie d'être militaires. Une présentation au drapeau qui marque la fin de leur initiation et leur confère la qualité de soldats. Moment propice pour le commandant supérieur de la gendarmerie de rappeler aux élèves sous-officiers les valeurs morales nécessaires pour faire face aux exigences de la République. Votre objectif premier doit être de prouver par votre esprit de discipline, de rigueur et de courage votre loyauté aux institutions républicaines. Appropriez-vous les sages conseils qui viennent de vous être prodigués afin de demeurer des gendarmes dignes et méritants tout au long de votre carrière. Les 5 majors de la promotion 2017-2019, à l'issue des examens de fin de formation commune de base, ont été récompensés. La cérémonie s'est conclue par un défilé des élèves sous-officiers, désormais jugés aptes à intégrer la grande famille des forces armées. En santé, la Côte d'Ivoire continue son combat contre la fièvre Lassa. Pour le moment, aucun cas signalé dans le pays, mais le gouvernement poursuit sa campagne de prévention. Une campagne lancée depuis 2 semaines par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Les rats et les souris sont les vecteurs de cette maladie. Tous les foyers de ces rongeurs, dont les marchés communaux, les centres de santé, les casernes militaires et la décharge d'Akwedo seront visités. Aujourd'hui, c'est le marché de Belleville à Trècheville qui a reçu l'équipe de dératisation. C'est la 2e étape de cette campagne après celle du marché de Koumassi. C'est une mesure qui va s'étendre bien sûr à tous les marchés du pays. Santé et environnement, les activités des parcs et réserves de Côte d'Ivoire sont jugées satisfaisantes avec une performance de 88,46%. Information majeure donnée par la direction de l'OIPR depuis Grand Laou. Le commentaire de Walter Ouattara Amadou. Pour une meilleure sauvegarde et gestion du parc national d'Azani, autorités préfectorales, coutumières, populations riveraines et agents des eaux et forêts on prépare à cet atelier de suivi trimestriel du plan annuel d'activité 2018. Il est initié par l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. Un atelier qui a permis d'évaluer le niveau d'exécution des programmes au profit de ce parc et de proposer des mesures correctives pour les retards dans les réalisations. Il y a un plan de restructuration de ce parc, du parc national d'Azani qui est en cours, auquel nous plaçons beaucoup d'espoir et espérons que d'ici peu, le parc va être redynamisé et attirer davantage de touristes. Avec tout ce qui se fait pour aider les populations riveraines, sincèrement, en fait, c'est de dire encore à la population de se mettre à l'écart du parc, puisque tout ce qu'il fait, c'est pour nous. C'est pour nous, donc de chercher à préserver le parc avec nous et à aider, à épauler l'OIPR dans sa tâche. Des activités jugées satisfaisantes avec une performance de 88,46% selon le directeur de l'OIPR, zone sud. Nous avons passé en revue tout ce qui est protection, et tout ce qui est équipement et aménagement, tout ce qui est suivi écologique et recherche, tout ce qui est infrastructure. Nous allons redoubler d'ardeur pour également améliorer le résultat obtenu de sorte à ce que nous puissions être le plus performants possible et préserver au mieux ce patrimoine commun qui est le parc national d'Azani. Cet atelier de suivi trimestriel a été meublé par la tenue de la première session du comité de gestion locale du parc national d'Azani. Et c'est Grand Laou, ville où est situé ce parc, qui a abrité cette double activité de l'Office ivoirien des parcs et réserves.
a abrité le lancement de la campagne nationale de sensibilisation au volontariat et au bénévolat. La campagne qui a débuté hier pour prendre fin le 22 août va sillonner plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Le point avec Franck Wadio. Sous le soleil de plomb, des ouvriers, pas des professionnels certes, mais avec le cœur à l'ouvrage, ce sont des volontaires, des élèves, des responsables d'associations de jeunesse de la ville d'Alépé en plein revêtement de façade d'un établissement scolaire. Je participe à cette action pour rendre la commune d'Alépé plus propre et plus saine. Le volontariat, action désintéressée et citoyenne symboliquement rétribuée, et le bénévolat, action communautaire sans contrainte de temps. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique veut en faire un outil d'aide au développement. Et justement, Sidi Touré, l'autorité de tutelle, est à Alépé pour porter l'action. Parade dans la ville et message de sensibilisation. Il s'agit ce jour de lancer à Alépé la campagne de sensibilisation pour le volontariat à l'échelle nationale. Nos objectifs sont multiples. Faire la promotion de l'engagement citoyen auprès des populations, améliorer l'employabilité de notre jeunesse en lui offrant des opportunités d'immersion dans le monde professionnel et enfin faire du volontariat un outil d'aide au développement. Voilà ce que nous espérons atteindre. Et j'ai bon espoir de croire que cela est possible car notre jeunesse reste et est dynamique. Le volontariat et le bénévolat pour aider à rebâtir la Côte d'Ivoire. Ils sont actuellement 307 jeunes volontaires en mission principalement dans le Gbeke et le Tonkpi. La jeunesse d'Alépé veut s'inscrire dans cette dynamique. Ce que je peux dire aux jeunes, et que je le tiens comme discours déjà, c'est de dire de faire ce qu'ils peuvent faire déjà à leur niveau avant d'attendre ce que l'État fera pour eux. Et cela, nous nous engageons tous à poser nos actes, à œuvrer pour le volontariat et le bénévolat. Nous ferons notre part et nous regarderons l'État en attendant qu'il fasse sa part. Après Alépé, la campagne pour le volontariat posera ses valises à Anyama, Digloa, Bengourou et Toumoudi. Cette campagne couvre la période du 18 avril au 22 août 2018. La brigade mondaine a décidé désormais d'être sur le terrain. Elle a saisi près de 15 000 CD piratés. Ce sont des CD à caractère pornographique. Ces supports ont été incinérés dans la commune d'Abobo. Les détails avec Abou Sanogo. La police nationale intensifie sa lutte contre les activités qui portent atteinte à la moralité publique. Plusieurs opérations menées dans le district d'Abidjan par la brigade mondaine de la préfecture de police d'Abidjan ont permis aux hommes du commissaire Digbeblé de mettre la main sur près de 15 000 CD piratés à caractère pornographique et des affiches. L'exposition de cette catégorie de CD et affiches étant sanctionnée par la loi, la brigade mondaine de la préfecture de police d'Abidjan a procédé donc à leur incinération en présence du substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Les opérations de saisie même de CD, on va poursuivre parce que les gens continuent de vendre, ils continuent d'imprimer, ils continuent d'exposer et nous, notre mission, c'est d'enlever, venir incinérer. Il est formellement interdit de vendre des CD piratés à caractère pornographique. Par conséquent, tous ceux qui le font s'exposent à une sanction selon la police, car ceci est une atteinte à la moralité publique. Maintenant, un tour dans le monde au pas de course. On commence par le Sénégal où une manifestation a été réprimée. Regardez. Les leaders de l'opposition, dont l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, Malika Gakou et Thierno Bokoum, ont été arrêtés ce jeudi matin par les forces de l'ordre. Ils se rendaient à un rassemblement interdit devant l'Assemblée nationale, où les députés examinaient le projet de loi controversé qui impose aux futurs candidats à la présidentielle d'obtenir le parrainage d'au moins 1% du corps électoral. Au Tchad, 7 associations de la société civile ont décidé de s'adresser par lettre ouverte aux députés de l'Assemblée nationale sur le projet de la nouvelle constitution. Ces organisations de la société civile demandent aux parlementaires de rejeter le projet de constitution présenté par le gouvernement. Depuis ce jeudi, l'île de Cuba a un nouveau président et il s'agit de Miguel Díaz-Canel. Un proche de Raúl Castro
Après Fidel Castro au pouvoir de 1959 à 2006, puis Raúl Castro, son frère cadet qui lui a succédé, c'est au tour de Miguel Díaz-Canel de prendre les rênes de l'île de Cuba. Il a été élu avec 99,83% des voix par l'Assemblée nationale. Une élection sans suspense, puisqu'il était le seul candidat à sa succession. Pour la première fois depuis 1959 à Cuba, le président ne portera pas le nom Castro. Et voilà, ainsi s'achève ce 20h. Merci à toute la rédaction qui m'a aidé à préparer cette édition. Bonne soirée à tous.